Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Évaluation. Pour aujourd'hui, on va évaluer quoi? On va évaluer justement cette science, si on peut le dire, voilà, de la métrologie. Et pour cela, nous avons la bouche autorisée. Lui, c'est Bertin Toumba. Bertin Toumba est le président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en République démocratique du Congo, en sigle APROMEN. Avec lui, on va parler de la métrologie, cette science d'ailleurs qui concerne nous tous parce que nous sommes butés justement à ces problèmes des mesurages dans notre quotidien. Avec lui, on en parle. Qu'est-ce qu'il faut? Que devons-nous comprendre de ces termes? Qu'est-ce que ça porte dans le développement économique de la République démocratique du Congo? On en parle, mais également vers la fin, on parlera de leur association, APROMEN. Cette association de la promotion de la métrologie et de la normalisation. On en parle dans cette émission. Évaluation, M. Bertin, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, Madame la journaliste, et merci infiniment pour votre invitation. Voilà, d'entrée de jeu, qu'est-ce que les Congolais doivent comprendre ou doivent retenir de ces mots métrologie? Merci, Madame, pour la question. Encore une fois, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre organisation, à la métrologie. La métrologie, le mot vient du grec, métro, qui veut dire mesurer, et logie, logos, qui est la science. C'est la science de la mesure et ses applications. C'est l'activité qui vous permet d'effectuer les mesurages et avoir confiance aux résultats du mesurage. Je prends un exemple. Quand vous allez au marché acheter la viande, on utilise la balance pour que vous puissiez acheter une quantité bien connue. Et vous devez vous assurer que les 5 kilos que vous achetez, c'est réellement ce qu'on vous a donné. Quand vous allez voir un médecin, la première chose à faire, c'est prendre une mesure, la tension artérielle, la taille, la température, on mesure. Mais ce dont le médecin a besoin, l'information, il faut donc mesurer pour que l'information afin de mieux poser le diagnostic. Voilà l'importance de la mesure. Donc la métrologie, elle est transversale, elle intervient dans tous les domaines d'activité, donc elle fait partie de la vie de tous les jours. Chaque jour, quand on se réveille, on doit aller au travail, on sait que le travail commence à 8 heures, vous essayez d'estimer le temps que vous faites sur le trajet pour être à temps au travail, faites la métrologie. Vous êtes sûr que vous arrivez à temps. Ainsi de suite, dans toute société humaine, la mesure est toujours présente. Dans tout le domaine de la vie, est-ce qu'on peut le catégoriser? À la base, si je peux faire la petite histoire de la métrologie, pour échanger, les gens recouraient à la pratique qu'on appelle le troc. On est dans le village, il y a des gens qui produisent de la viande, il y en a qui produisent le riz, le haricot. Mais moi, j'ai la viande, mais je n'ai pas le riz. Comme les Quinois disent dona dona. Dona dona. Mais quand vous avez le riz, ça passe par un processus. Et chaque processus doit être évalué en termes de temps et même de l'argent, du coût. Alors, il a fallu mesurer. On a vu que le troc n'apportait pas la réponse au problème et était à la base de plusieurs conflits. Moi, j'ai demandé, j'ai dit même dans l'histoire, on utilisait les parties du corps humain, le pied, c'est ainsi qu'aujourd'hui il y a encore le pied, le foot. On utilise le pouce. Vous savez, quand les dimensions de l'écran nous disent c'est combien de pouces, on a commencé à utiliser les parties du corps humain, le pouce. Mais imaginez, moi je mesure 1m80, vous mesurez 1m60, nous n'avons pas les pouces de même longueur. Ça veut dire que ça portait problème. C'est ainsi que, à l'époque, 17 pays sont mis ensemble pour dire non. On doit avoir une même référence. Hein? Quand on dit le pouce là doit être un repère qui ne varie pas selon le lieu ou le temps, qui est constant. C'était ça la base. On a dit, pour éviter les conflits et tout ça, on doit avoir les mêmes repères. Aujourd'hui, quand je dis je vais à Limité, je dis mais Limité c'est loin. Non, je vais à Lemba, Lemba c'est loin. Massina c'est loin, Maluku c'est loin. Mais si je dis
je vais à Maluku. Vous essayez de voir la distance, c'est autant de kilomètres. Quand je dis que c'est loin, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est 10 kilomètres? Est-ce que c'est 20 kilomètres? Est-ce que c'est 50 kilomètres? Or, quand vous donnez le chiffre avec l'unité de mesure, on sait de quoi on parle. C'est ainsi qu'en matière de météorologie, nous disons, celui qui ne sait pas traduire ce dont tu parles par un chiffre avec une unité, il ne sait pas de quoi il parle. Batubaza Ebele, ça veut dire quoi? C'est 5, c'est 10, c'est 20, c'est 100. Vous comprenez? Il faut donner un chiffre. Et la météorologie aide à avoir la fiabilité, l'exactitude. Quand on dit c'est 5 kilos, ce n'est pas 5,2, ce n'est pas 4,9. C'est 5 kilos. 5. Voilà la météorologie. Et voilà, est-ce qu'on peut parler de principe de la météorologie? Est-ce que ça répond au principe quelconque? Oui, oui. Le principe de base, c'est la traçabilité. Ça veut dire que toute mesure doit être reliée à une référence. Et là, vous rappelez le thème qu'on a développé dernièrement pour parler de la problématique du Sakombi. Est-ce que le Sakombi, ça a été une solution au problème? C'est vrai. Nous sommes arrivés à la conclusion que ce n'était pas une solution. Aujourd'hui, ça constitue un obstacle dans l'intégration, même au niveau national et au niveau région international. C'est un problème qu'on doit résoudre. Donc, je voulais dire que, avec votre permission, je peux déjà parler des branches de la météorologie pour que vous compreniez. Voilà, le branche de la météorologie, voilà, pour bien expliciter justement. Voilà, la météorologie a 3 branches principales. Il y a la météorologie scientifique. C'est la branche, comme le terme le dit, scientifique, qui prend en compte les recherches dans la mesure. Quelle est la référence qu'on prend qui puisse être le plus fiable possible? Ok? La météorologie scientifique. On conçoit les instruments de mesure. On conçoit les repères qui puissent être le plus fiable possible. Le plus fiable possible. Vous savez, quand vous vendez les makala, ok, vous utilisez une balance, mais vous n'avez pas besoin de la grande précision. Mais quand vous vendez le diamant, vous devez être précis, hein, parce que là, c'est en termes de carats. Une petite erreur peut vous faire perdre des milliards. Beaucoup d'argent. Donc, aujourd'hui, ça c'est au niveau de la météorologie scientifique. D'abord, on conçoit les unités de mesure, on réfléchit sur les méthodes qu'il faut pour éviter vraiment qu'il y ait des erreurs qui soient préjudiciables aux personnes qui mesurent. La météorologie industrielle, c'est la branche de la météorologie utilisée dans l'industrie, qui permet à ce que, dans le processus industriel, on puisse avoir des mesures fiables. Je prends un exemple. Quand vous prenez un médicament, vous voyez que dans un médicament, il y a beaucoup d'autres intrants, beaucoup d'éléments qui interviennent. Alors, chaque élément doit être utilisé dans des proportions bien déterminées. Quand on dit que ce médicament comprend les éléments A, B, C, Z, et ces éléments A, B, C, Z doivent être utilisés tels que le dosage l'exige. Quand on dit c'est 3 mm, 3 millilitres, c'est 3 millilitres. Quand on dit c'est 2 grammes, ce n'est pas 2,5, parce qu'une erreur peut faire que le produit fini, fera sûrement que le produit fini n'ait pas la qualité requise. Voilà. Dans le domaine de la pharmacie, par exemple, une erreur peut être fatale. Un produit peut devenir un poison ou être quelque chose d'inefficace. Quelqu'un a pris un médicament, 3, 4, il n'y a pas d'effet. Qui sait si le médicament est de qualité? De qualité, ça veut dire est-ce que le dosage a été respecté? Ça, c'est la météorologie industrielle. Et la météorologie légale, c'est la branche qui est régie par des textes, des règlements, pour principalement sécuriser le consommateur dans le rapport quantité-prix. Vous savez, quand vous allez, l'exemple que j'ai donné d'entrée de jeu, vous allez dans un supermarché, vous achetez la viande, vous voulez 10 kilos, vous devez vous assurer que ce n'est pas 9 kilos ou 9. Vous devez vous assurer que la mesure est exacte. Vous voyez ça. Et puis, dans la métrologie légale, surtout sur le plan des transactions, le domaine le plus utilisé, c'est le domaine pétrolier. Parce que là, une petite erreur peut faire perdre au pays des millions de dollars. Vous voyez ça.
Parce que là, une petite erreur de 1%, on peut perdre des millions. Parce que là, dans la production, on parle toujours en termes de millions de barils. Imaginez un pays qui produit 2 millions de barils, comme à un certain moment c'était le cas de l'Angola. Une erreur de 10%. Vous fait perdre beaucoup d'argent. Ça fait 200 000. Quand tu prends le baril à $100, ça fait 200 000 fois 100 $, ça fait combien? 20 millions de dollars de pertes journalières. Vous voyez ça? Donc, elle est d'importance capitale pour la vie d'une économie, pour la société en général, même dans le domaine de l'environnement. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a pollution si on ne prend pas les mesures? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a pollution? Vous voyez ça? Donc la mesure fait partie de la vie. La mesure fait partie de la vie. Aujourd'hui, ça a été instauré depuis un bon nombre de temps, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça atteint son objectif? Ok, c'est une très pertinente question. Quand on produit, il faut se mettre en tête que Dieu seul est parfait. Toute œuvre humaine est entachée d'incertitude. Il y a toujours un élément qu'on ne peut pas contrôler. Vous voyez ça? Vous êtes en train de mesurer et puis il y a tremblement de terre, quelque chose a bougé. Vous n'êtes pas sûr que... Vous comprenez ça? Alors quand on mesure, par exemple pour des matières précieuses, c'est une caisse fermée parce qu'un courant d'air peut affecter la mesure. Vous comprenez? Le jour où vous mesurez, vous faites de mauvaise foi ou vous n'êtes pas de bonne humeur, hein, et puis la lecture n'est pas bonne. Vous comprenez ça? Et puis, l'instrument de mesure peut être mal conservé, ça peut affecter les résultats. Vous l'utilisez, puis à un certain moment, ça tombe, vous ne vous rendez pas compte. Lorsque ça affecte le résultat, M. Bertin, je vais y arriver. Que devons-nous faire ou je que vais doit y faire arriver. celui, justement? Je vais y arriver. Ça tombe, ça va affecter sûrement les résultats. Vous comprenez ça? Votre boîte montre ici quand ça tombe. Vous voyez ce que ça fait? Alors, maintenant, c'est là une des missions principales de la métrologie. Assurer la fiabilité. Vous comprenez? S'assurer que quand il y a un problème, vous ne savez pas dans quel sens ça va se dérégler. Vous avez une balance, vous êtes commerçante, la balance a été mal conservée, mais elle est tombée, il a été mal utilisé. Et puis le lendemain, vous devez avoir des opérations à faire avec cette balance-là. Mais s'il y a une erreur, vous ne savez pas dans quel sens l'erreur peut affecter la mesure. Ça peut être du côté positif ou du côté négatif. Imaginez que vous vendez la viande. Vous pensez avoir donné 10 kilos, mais la balance indique 10 kilos, mais en réalité, c'est 12 kilos que vous avez donné. Mais à la fin, vous allez tomber en faillite. Parce que si vous avez prévu de vendre 10 pièces, à la 9e pièce, vous vous rendez compte que non, il reste moins que ce qui était prévu. Vous comprenez? Donc, quand une balance ou un instrument de mesure reçoit un choc, il faut rapidement faire ce qu'on appelle l'étalonnage. Ça veut dire quoi? Vous devez aller régler ça en prenant la référence connue, qui est un étalon, pour remettre. Alors vous allez encore refaire les essais pour être sûr que la balance a repris ses performances, ses qualités. Voilà. Il faut étalonner. Il faut étalonner. Voilà. Pour résoudre le problème. Voilà. Mais aujourd'hui, M. Bertin, vous êtes certainement au courant que souvent, on trafique plutôt des balances en faveur de propriétaires de maisons. En ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas de principe où celui, par exemple, qui vient pour acheter, sur quoi il peut se baser pour vérifier l'exactitude de la balance? Il n'y a pas moyen? Ok. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la métrologie industrielle. Les grandes industries doivent développer la métrologie en interne. Ça veut dire qu'en interne, vous avez vos étalons industriels. Hein? Et chaque jour, votre étalon là, qui est bien conservé, pour qu'il soit le soin le plus exact possible, doit être régulièrement comparé avec les autres instruments que vous utilisez dans la maison. Et cet étalon là est régulièrement évalué par rapport à un étalon
de hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans les étalons. Il y a l'étalon de base qui est l'instrument le plus précis, et puis il y a l'étalon qui suit, et ainsi de suite, jusqu'à l'étalon d'entreprise. Donc, pour être sûr que la mesure est exacte, parce que si elle n'est pas exacte, elle peut affecter la production, et avoir un produit qui n'est pas de qualité requise, c'est des choses que nous avons rencontrées. Une société de la place, une fois, a demandé l'intervention des inspecteurs. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que des clients ont commencé à réclamer en disant ce n'est plus le même goût. Alors les gens ont dit, on a commencé à mener des investigations. Le problème est à quel niveau? On a découvert que le problème était au niveau du dosage. Vous voyez ça? Donc là où on pensait avoir mis autant de litres, en réalité ce n'était pas, ce litrage-là c'était autre chose. Donc, est-ce qu'ils ne le font pas sciemment? Non, non. Pour un opérateur consciencieux, honnête, vous avez prévu de donner un produit de qualité donnée, il faut respecter. C'était une forme de contrat avec les clients. Vous souhaitez un produit, et dans beaucoup de pays, quand un produit doit être mis sur le marché, il doit avoir un numéro du ministère de l'économie. Ce numéro-là doit être lié à des caractéristiques bien définies. Je sors à partir de lundi prochain des biscuits à base du soja. En dehors du soja, je mets telle ou telle farine dans telle proportion. Ce biscuit-là doit peser autant de grammes. Vous comprenez? Alors, même vous, consommateur, client, vous pouvez prendre, aller vous-même essayer dans un laboratoire pour voir si ce que j'ai acheté, c'est réellement ce qu'on devait me donner. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est le travail du client ou c'est le travail de l'Office congolais de contrôle? Attendez, vous venez chez moi, vous achetez, je prends les biscuits pour vendre. Vous achetez, je ne sais pas, 100 cartons de biscuits. Vous devez être sûr que c'est de bonne qualité pour vendre. Imaginez qu'à la première prise, votre plus grand client trouve que ce n'est pas la qualité requise. Il ne vient plus. C'est vous qui allez souffrir. Donc, ça s'appelle certification deuxième partie. Vous qui recevez là, vous devez aussi assurer que c'est de bonne qualité pour vendre. Celui qui vend, pour vous rassurer, parce qu'on dit toujours que le client est roi, pour ne pas perdre un grand client, qu'est-ce que vous faites? Vous devez vous assurer que la qualité que vous donnez est celle qui est requise. Vous comprenez? Maintenant, quand vous parlez de l'OCC, l'OCC est appelé évaluateur de la conformité tierce partie. Il n'est ni producteur, ni destinataire du produit. Lui, il vient comme arbitre pour dire, c'est bon, pour rassurer toutes les parties. Vous comprenez? C'est ça la différence. Donc ça veut dire que la métrologie intéresse tout le monde. Et celui qui produit, et celui qui achète. Qui achète. Et même celui qui doit faire l'évaluation comme d'ailleurs s'intitule notre émission. Évaluer, c'est mesurer. Monsieur Bertin, est-ce qu'aujourd'hui, puisque nous sommes à Kinshasa, on a des laboratoires spécifiques pour justement faire la contre-vérification là? Là, nous ne voyons pas l'OCC, puisque vous dites que lui doit être au milieu, mais celui qui vient pour acheter, lui également peut initier ce genre de contrôle. Est-ce qu'à Kinshasa, puisque nous sommes à Kinshasa, avons-nous des laboratoires spécifiques pour cela? Moi, je dis que ça, c'est d'abord la question que vous avez posée, qui doit pratiquer la métrologie. Ça, c'est un droit humain, le droit à la connaissance, le droit à l'information. Vous me vendez quelque chose, j'ai le droit de connaître ce que j'ai acheté. Et la connaissance passe par la mesure. Vous n'allez pas savoir ce qu'il y a sans mesurer. Vous voyez que la mesure est d'importance capitale. Très important. Voilà. Pourquoi c'est important? C'est important pour tout le monde, uniquement pour le pays. J'ai donné l'exemple des produits pétroliers. Vous savez combien de tonnes ou de barils notre pays achète chaque jour? Ce que l'État, quand on construit les routes, parce qu'on est dans la métrologie industrielle, on ne construit pas la route n'importe comment. Pourquoi on a souvent des routes de mauvaise qualité? Parce que les principes de méthodologie ne sont pas respectés. Le dosage n'est pas respecté. Le principe de mesurage, les normes et consorts.
avant que vous nous donniez justement la différence entre normes et métrologie, dites-nous d'abord quel est l'apport de la métrologie dans le développement économique de la RDC. L'apport de la métrologie, je vous dire que la métrologie, c'est la vie. On ne peut pas vivre dans une société sans pratiquer les principes de métrologie. Je vous ai dit la montre que tu as là. On a un problème. Aujourd'hui, on est connu comme des gens qui ne respectent pas l'heure. C'est pas bon. Est-ce que vous savez que, comme on dit, le temps passé ne revient pas? Il n'y aura jamais un dimanche 9 juillet. C'est passé, c'est passé. C'est passé, c'est terminé. Donc, le temps, c'est la denrée la plus précieuse qui soit. C'est pour cela qu'il faut respecter le temps. Ça veut dire l'important de la méthode pour la société. Le temps, je donne l'exemple du temps. Le temps. Mais vous allez faire tout projet économique est basé sur de bonnes statistiques. Je dois aller vendre un nouveau produit en RDC. OK, mais vous avez le droit de connaître la population de la RDC. Évaluer leur consommation. OK, savoir en moyenne, chaque famille prend combien de kilos de ce produit-là, par exemple. Vous évaluez. Si vous ne savez pas évaluer, est-ce que votre projet va tenir? Si vous n'avez pas de statistiques fiables. On vous dit qu'en réalité, c'est 10 tonnes qui prennent. Et puis, quand vous arrivez sur le marché, ce n'est pas 10 tonnes, c'est 2. Vous allez faire faillite. Il faut avoir des données fiables. Quand on fait un projet, on doit faire une planification. Ça, c'est important. La sécurité. Vous voyez ça? Vous savez, dans toutes les grandes villes, sur les autoroutes, on vous donne toujours la vitesse n'est pas dépassée. La vitesse à laquelle on doit circuler quand on est sur certaines voies. C'est la métrologie, on a mesuré. Parce qu'on sait qu'au-delà de cette vitesse, on peut causer des accidents. Il y aura des dégâts. Vous comprenez ça? Quand on construit un pont, sur chaque pont, on doit connaître la charge maximale, le seuil qu'on ne doit pas dépasser. Si on dépasse, vous imaginez ce que ça peut avoir comme conséquence sur le plan économique et social? Vous avez un pont de grande importance économique, ça lâche parce qu'on n'a pas respecté. La plupart des problèmes que nous avons, c'est de ce genre-là. Un bateau qui a coulé parce qu'on n'a pas respecté les mesures. Un problème de surcharge. Est-ce qu'on peut concevoir une activité aérienne sans mesure? Impossible. Donc la mesure est dans tous les domaines. Je parle aujourd'hui de l'environnement, aujourd'hui changement climatique avec tous ses effets. Mais si n'eût été les mesures, est-ce qu'on aurait su que c'est parce qu'on a vu que les températures changeaient à la suite des mesures, et des mesures fiables. Aujourd'hui, le monde entier est suspendu à ça. Chaque année, c'est COP ceci, COP celui. Parce qu'on mesure, et il y a un seuil qu'on ne doit pas dépasser. La température peut être élevée, mais à ce niveau, vous ne devez pas dépasser. Pourquoi? Parce que ça va affecter toute la vie mondiale. C'est pour cela que ça fait l'objet des rencontres au niveau international. La mesure s'invite dans toutes les activités. La mesure s'invite dans toutes les activités. Faites-nous à présent la différence entre normes et métrologie. En fait, je peux affirmer que l'une ne fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas chevauchement? Non. J'ai dit que la métrologie, c'est la science, métrologie, science. De mesurage. Mais la normalisation vous donne des repères. Les repères peuvent être la description des caractéristiques d'un produit. On décrit les caractéristiques d'un produit. Je dis, vous allez voir votre couturière, je veux cette robe-là, voilà les dimensions. Elle doit respecter ça. Et quand vous arrivez, vous allez essayer. Si les mesures qui avaient été prises sont respectées, pour que ça aille mieux qu'il faut. Mais maintenant, la métrologie intervient en amont des normes. On doit avoir les normes sur... on prend un élément par hasard, la cravate. OK? Est-ce que toutes les cravates ont les mêmes dimensions? Non. Mais au départ, on sait qu'il faut telle mesure, telle mesure. OK? Maintenant, celui qui fabrique doit respecter dans le processus de production ces mesures-là. OK? Maintenant, celui qui va évaluer, si c'est qu'on a demandé, c'est ce qui est fait. Il mesure aussi. Oui. Donc la métrologie intervient en amont du processus industriel, pendant le processus industriel et en aval quand il faut évaluer.
si c'est conforme à ce qu'on a demandé. Là, ce n'est pas le travail de normes. Non, je dis que la normalisation a défini des caractéristiques. On dit, voilà les normes à respecter sont telles. Voilà les normes d'une batterie. Ok. Il y a des batteries de plusieurs capacités. C'est tout ça. Et puis, il y a les produits constitutifs de la batterie. Ces éléments-là, on doit définir ça en amont, avant de produire la batterie. On dit que cette batterie-là doit avoir tel élément, telle quantité. Ça doit avoir telle autre caractéristique. Ok. Maintenant, celui qui produit doit se conformer à ça. C'est la méthodologie. On a dit que tel élément doit avoir telle longueur, tel. Vous devez vous assurer que là, on a dit 2 cm, vous ne devez pas mettre 3. Vous devez mettre 1. Vous comprenez? Hein? Ça, c'est dans le processus industriel. Maintenant, à la fin, quand c'est déjà fini, produit, maintenant, on doit s'assurer que ce que vous avez demandé, c'est que vous avez reçu. Ça me permet de vous dire que les normes, hein, il y a les normes de base. Ok? Les normes de base sont des normes de symboles. Vous savez, hein? Vous pouvez voyager dans un pays où on ne parle pas français, mais il y a des symboles pour indiquer que là il faut entrer, là il ne faut pas entrer. Ok? Ça c'est la voie de sortie. Ok? De ce côté-là c'est la banque. Ça ce sont des symboles. C'est international parce que ça permet à tout le monde de parler partout, sans parler le langage, mais il y a le symbole. Ça fait partie des normes de base. Maintenant, il y a des normes de produits, des normes caractéristiques qui vous définissent les produits. Et puis, il y a des normes d'organisation qui vous disent, par exemple, le système de management de la qualité, pour aspirer à une certaine qualité, voilà ce qu'il faut respecter. Hein? La personne qui produit doit avoir subi une formation continue pour être toujours à la page. Okay? Les instruments de mesure qu'on utilise doivent être entretenus, okay? Doivent être étalonnés pour donner des mesures qui sont exactes et tout ça. Tout ça, c'est défini dans les normes d'organisation. Dans les normes d'organisation, M. Bertin, est-ce que le non-respect de la métrologie peut entraîner des conséquences? Et c'est un peu de nous parler de ces conséquences-là. Je vous ai dit que quand on n'a pas maîtrisé les principes de métrologie, on ne peut pas accéder à une connaissance. Je vous ai dit, si on n'applique pas les principes de métrologie, on prend les échantillons, vous êtes malade, pour analyser le sang, l'urine, le sel. Là où la méthode n'est pas appliquée, on peut vous déclarer malade alors que vous n'êtes pas malade. On l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises. Hein. Vous comprenez ça? On déclare une personne atteinte de la VIH alors que... Voilà. C'est un élément de sécurité. Si le dosage n'est pas respecté dans les médicaments, on a le poison à la place d'un bon médicament pour vous soigner. Vous comprenez? Si on n'a pas les bonnes mesures, les statistiques sont biaisées. Vous comprenez? Or, les statistiques sont importantes pour vous connaître les tendances. On a fait des statistiques, on dit non, la tendance est bonne alors que elle est mauvaise. Il faut vite. Quand la tendance est mauvaise, il faut vite prendre des mesures pour redresser la situation. Et voilà l'impact de la métrologie. Je dis la métrologie, c'est la vie. Ça veut dire que quand ce n'est pas respecté, là où ce n'est pas la vie, c'est la mort. On dit, cette voie-là, il faut rouler à telle vitesse. Toi, tu dépasses la vitesse. Facilement, tu peux faire un accident. Il y aura des conséquences. Celui qui a dit ça, sait qu'à cette vitesse-là, le risque est plus grand. Vous comprenez? Il faut les mesures. Voilà, on va parler à présent de votre association pour la promotion de la métrologie et la normalisation ici en République démocratique du Congo, dont vous êtes le président. Nous parlons de APROMEN. Essayez un peu de nous parler de APROMEN. L'historique, qu'est-ce que vous faites concrètement ici à Kinshasa? Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes également à l'intérieur? Merci beaucoup. C'est une bonne question. Et je pense que c'est la meilleure question que vous me posez. C'est pas possible. En fait, au départ, comme toute organisation, elle a été créée pour répondre à un besoin. Des compatriotes, dont ma modeste personne, ont, après analyse, estimé que la pratique de la nommation et de la métrologie n'était pas ce qu'elle devait. Et cela affecte la vie de la nation. Cela met la vie en danger. Vous comprenez? Alors, on a dit, créons un cadre pour réfléchir, analyser la situation et faire des propositions aux décideurs. C'est ainsi que l'association a été créée en 2004. Et en 2006, nous avons la personnalité juridique.
Donc, APROMEN a tous les papiers pour exercer comme organisation non gouvernementale. OK? Donc, notre mission, c'est sensibiliser, informer, former, plaider en faveur d'une pratique plus cohérente de la normation de la métrologie comme outil d'intégration et de développement durable. Intégration, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est normal que dans un même pays, ici on utilise les Sakombi, là on utilise les Kambekechi, là on utilise les Meka, est-ce que les commerçants qui utilisent ces mesures peuvent facilement échanger? Ok? C'est une problématique qui a trouvé cette solution depuis 1875. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'histoire de la métrologie. La métrologie, de manière pratique, a commencé en 1875, quand les pays sont mis ensemble pour dire, ensemble, hein, ayons les mêmes repères pour mieux échanger. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de conflits. Oh, moi j'ai demandé 4 pieds de ceci. Et puis quand tu comprends, non, mais le pied que j'ai pris était plus grand que le pied comme référence, comprends? Donc, la solution était trouvée en 1875. Donc, les pays se mettent ensemble. Il y a toute une organisation qui est là, qui réfléchit sur les repères au niveau des gouvernements des pays. Une fois tous les 4 ans, dans le cadre de la conférence générale des poids et mesures, les gens se retrouvent. Tout ce que nous avons comme unité ici, la seconde, le mètre, c'est le produit d'un consensus mondial. Vous comprenez ça? Pour dire, voilà. Mais vous êtes dans notre pays. Voilà, est-ce que vous êtes également à l'intérieur ou merci une association mallette, tout simplement? Merci vous vous promenez avec vos documents dans vos sacs. Tout à fait, merci. Donc, APROMEN existe parce qu'on s'est rendu compte que la façon de la méthodologie se sont pratiquées dans notre pays, ça constitue un problème. Alors, nous faisons des sensibilisations et tout ça. Et la plus grande activité que nous avons menée, c'est les 2 journées de réflexion qu'on a organisées au Parlement de la RDC. Vous avez réfléchi sur quoi? Sur la loi, sur la normalisation de la métrologie. Nous avons échangé. D'abord pour sensibiliser les honorables parlementaires sur l'importance de la normalisation de la métrologie pour le développement d'un pays. Et dans tous les pays qui sont respectés, il y a des textes légaux qui régissent ces matières-là. Hein? Alors, vous demandez ce que nous faisons. Nous allons dans les écoles. Nous avons déjà été... Justement, ça entre déjà dans le cadre de... Nous allons également évaluer les actions que vous menez ici à Kinshasa. 2004, aujourd'hui 2023. Ça vaut quand même la peine que nous évaluions ce que fait la PROMEN. Est-ce que vous avez dit, ça entre également parmi vos missions, proposer de lois concrètes aux décideurs? Est-ce que vous avez déjà proposé une loi concrète aux décideurs aujourd'hui? Quelles sont les retombées justement de ce que vous avez proposé aux décideurs? Ok, très bonne question, directe et précise. Alors, je vous ai dit que la bonne pratique de la normalisation dans un pays dépend principalement d'abord des textes légaux qui régissent ces matières-là. Alors, nous avons estimé qu'il fallait viser juste les parlementaires. On est allé vers eux, on leur a parlé. Et avant notre passage, il y avait un débat. On ne se mettait pas d'accord par rapport à la nécessité d'une loi. C'est ce qu'on nous a invités. On a échangé, ils ont compris. Et quand la loi est rentrée, à l'unanimité, on a voté. Ça, c'est un acquis extraordinaire. Promulgué? Non, le Sénat a voté. Mais depuis 2014, c'est allé à l'Assemblée basse. Je voudrais revenir sur votre question pour dire qu'il n'y a que 2 voies pour avoir une loi dans un pays. C'est soit le ministère concerné par le sujet qui fait le projet, soit un parlementaire, honorable député ou sénateur qui prend l'initiative. Dans notre cas, nous avons demandé juste d'aller plaider. C'est l'honorable Moutamba Diboué, d'heureuse mémoire, qui a présenté ça. Ok. Et bon, ça a été voté au Sénat. Bon, jusque-là, nous attendons que ça soit promulgué. Avez-vous cherché à savoir qu'est-ce qui bloque pour que cette loi soit promulguée? Voilà. Nous avons écrit plusieurs fois. Nous avons eu à rencontrer leurs excellences les ministres ou leurs collaborateurs. Et l'occasion que vous me donnez ici, ça permet aussi aux honorables qui suivent pour dire que en ne promulguant pas cette loi-là, on est en train de porter préjudice au pays. Parce qu'avec cette histoire de l'ECAF et tout ça, ça va peser contre nous. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons?
nous allons dans les écoles. Nous avons été au collège Boboto, ce n'est pas n'importe quelle école. Nous avons été au lycée Kabambari, nous avons été à l'Institut Bokeleale. Nous faisons des conférences et pour votre connaissance, depuis l'année passée, à Promène s'est doté de 2 branches. Une branche uniquement pour sensibiliser les femmes. Nous savons que les Congolaises, c'est des femmes très dynamiques, très entreprenantes. Mais nous leur disons, si vous ajoutez à vos activités l'élément normalisation, vous serez encore plus compétitive et plus efficace. Vous allez aller au-delà de nos frontières. Vous allez parler un langage qui est compris partout, aux femmes. Aux jeunes, nous disons, nous sommes dans un monde qui évolue. Demain, vous allez être sur le marché d'emploi avec des jeunes d'autres pays. Nous sommes déjà en plein dans la mondialisation, ce qu'on appelle les villages planétaires. Donc vous allez être confrontés à une compétition qui fera que vous serez face à des jeunes Chinois, Sud-Africains, Nigériens, Ghanéens, Zambiens. Et les meilleurs seront ceux qui auront pris conscience de la normalisation et qui se seront mieux formés par rapport à ça. Déjà, je vous informe qu'il y a des entreprises pour être engagées. On vous demande si vous maîtrisez les nombres de domaines. Donc, eux, ils n'auront pas la marge de manœuvre que nous avons eue. Mais on ne vous sent pas sur le terrain. Là, vous avez parlé sur le plan scientifique, industriel, légal et consorts. Nous voyons de grandes entreprises. Mais sur le terrain, aujourd'hui, les Congolais souffrent. Vous avez parlé tantôt de Sakombi, des écolos et consorts. C'est ce que nous utilisons ici à Kinshasa, puisque nous sommes à Kinshasa. Ça pose problème. Il y a des mamans qui vendent, qui trafiquent justement ces instruments-là en leur faveur. Vous, en tant qu'association, quels sont les mécanismes que vous mettez en place? Là, nous voyons la société, la petite, la classe moyenne en tout cas. Quelle est votre politique d'action afin de mettre fin à toutes ces pratiques-là? Merci beaucoup. Encore une question bien précise. Notre part en tant que membre de la société civile, c'est de sensibiliser, informer, rappeler aux autorités les choses importantes qui semblent peut-être oubliées. Vous savez que le Congo a beaucoup de problèmes. Il est possible que un pays en guerre avec tout ce qu'il y a comme problème dans notre pays, nous continuons à sensibiliser. Une occasion, c'est pour cela que je n'ai pas hésité à répondre en me disant, qui sait si ce n'est pas le chef de l'État qui va suivre aujourd'hui. J'ai dit que l'élément principal, c'est la loi. Et je vous dis que la méthode légale, c'est lié à la loi. Notre part à nous, c'est dire aux gens qui font de la loi, qui adoptent les lois. Ça, c'est notre part. Parce que dans la méthode légale, quand il y a une loi, il y a un règlement technique, quand les gens ne pas respecter, qu'est-ce qu'il y a? La sanction. Parce qu'on doit protéger absolument les consommateurs. Oui? Parce qu'il y a un risque, il y a un élément de sécurité. On a déjà connu ça dans plusieurs pays, et un pays africain, je ne vais pas citer le nom, où on a produit une boisson qui a causé des centaines de morts parce qu'il y avait un problème de dosage. Vous comprenez? Ça, c'est un problème de sécurité. Vous comprenez ça? Notre part, c'est de plaider. Chaque fois que nous avons l'occasion, je vous dis que la société civile fait un travail extraordinaire. On nous a parfois demandé de participer au séminaire d'orientation budgétaire. Et tout le monde qui participe, quand nous avons l'occasion de parler, nous rappelons ça. Et je vous dis que je ne suis pas seul dans cette association. C'est l'occasion de saluer tous les héros dans l'ombre. Parce que si l'association a vécu depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, seul, ce n'est pas possible. Mais ça demande beaucoup de sacrifices. Ça, c'est l'expression de l'amour pour ce pays. Parce que vous savez, vous avez demandé, vous avez dit que la promesse ne passe pas sur les médias. Pas seulement sur le média, même sur le terrain, on ne vous sent pas. Des chaînes comme la vôtre sont rares. Vous nous avez invités. Mais ailleurs, quand vous demandez de passer, on n'a pas encore de financement. Mais aujourd'hui, il y a des organisations et des organismes qui sont attentifs à ce que nous faisons et qui nous donnent des faveurs. Je peux citer ici le Centre Wallonie Bruxelles, avec lequel on a organisé plusieurs activités et qui sont toujours disposés à nous accompagner dans nos activités. Voilà un exemple, Wallonie Bruxelles. Oui. Il y a des associations comme le Collège des technocrates qui a fait de la normalisation un de leurs
axe prioritaire pour la sensibilisation. Nous parlons du bureau d'études et développement BED, qui est un bureau d'études ici. Chaque fois que nous avons des activités, il n'oublie jamais de venir en aide, de nous accompagner. Vous comprenez? Donc, de plus en plus, il y a des gens qui commencent à prendre conscience et nous accompagner. Bientôt, je vous dis que nous allons être plus présents, parce que, comme je vous l'ai dit... Bientôt. Non, je vous ai dit que... C'est vague, hein? Non, déjà, il y a en vue, je ne vais pas préciser parce que, comme vous le savez, la situation est ce qu'elle est. Hein? Nous sommes dans la période préélectorale. Nous savons ce que cela constitue pour notre société. Nous avons déjà vécu des périodes comme celle-ci avant. C'est pour cela qu'on dit il faut faire attention en tenant compte de cette réalité-là du terrain. Mais il y a une activité qui est prévue au mois de septembre, vous serez tenu informé. Voilà. Et au mois d'octobre, voilà. Voilà, il y a une activité qui est prévue dans le mois qui suit. Ecofin Télévision prendra certainement part pour cette population qui aime bien des émissions passées ici à Ecofin Télévision. Monsieur Bertin, on vous a vu également prendre part à la 29e Assemblée Générale de Arceau. Dites-nous l'importance de votre présence à ces assises-là. Merci beaucoup. C'était une opportunité immense pour le pays que 43 pays, bon, il y en a qui étaient là physiquement, il y en a qui ont participé en ligne pour parler de la normalisation et du rôle que va jouer l'organisation africaine de M. Arceau dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Donc, c'était une occasion pour rappeler à tous les pays africains qu'il faut d'abord participer aux innovations internationales pour influencer son contenu. Et le président Mandela avait dit « Ce qui se fait sur vous, sans vous, se fait contre vous ». On doit être présent pour faire valoir nos particularités et nos réalités profondes. Voilà. Alors, parce que les normes internationales vont s'imposer à tout le monde. Mais vous devez être là pour continuer compte de vous. On a aussi déploré l'absence des pays africains dans des comités techniques qui sont en train d'élaborer 1700, on est à plus de 1700 normes harmonisées au niveau d'Afrique. Hein? La question qu'on se pose, qui connaît ces normes? Qui les applique? 1700 normes sur le produit agroalimentaire, sur la construction. Alors, c'était une occasion, d'abord, moi j'ai participé là comme expert. Il y a eu des séances de renforcement de capacité pour nous rappeler les principes de base, sans lesquels la normation n'a pas de sens. Et puis pour nous rappeler les enjeux de la normation au niveau africain. Pour nous dire que la ZLECAf, ça va être un espace qu'il faut occuper. Et nous trouvons leur compte que ceux qui seront compétitifs, qui auront la maîtrise des règles de jeu, parce que les normes sont les règles de jeu. Vous voyez ça? Sinon, si au niveau de décideurs, on n'a pas compris ça, il y aura sûrement des tensions sociales. Parce que quand vous ne savez pas être compétitif comme industrie, quel est le risque? C'est de faire faillite. Êtes-vous d'avis avec ceux-là qui pensent que la République démocratique du Congo est allée vite en besogne en signant justement cette convention? Bon, moi je ne suis pas dans la tête des gens qui ont décidé, mais je pense que c'était bon d'adhérer. Pourquoi? Parce que la mondialisation, elle est déjà là. Elle est déjà là. Là, c'est la matérialisation. Maintenant, ce que j'implore, ce que je supplie les autorités, c'est mettre les moyens qu'il faut pour mettre les Congolais à niveau. Le premier élément, cette loi-là, sur la notion de la métrologie, ça porte préjudice. Parce que cette loi-là qui garantit que la normalisation est pratiquée selon les principes qui font de la normalisation un outil d'intégration et de compétitivité. Donc l'élaboration des normes, leur diffusion et leur mise en œuvre efficace. C'est ça qui fait que vous devenez compétitif. Si vous ne connaissez pas les règles de jeu, vous ne pouvez pas gagner la compétition. Voilà, donc j'ai dit que c'était une bonne occasion pour nous rappeler que c'est important. Et dans la perspective de la zone de la ZLECAf,
la normalisation, c'est un élément important d'intégration et de développement. La normalisation, un élément important de l'intégration. Votre loi, en chute, hein, parce que nous sommes déjà à la fin, votre loi qui a été proposée sur la métrologie depuis 2014 traîne encore au niveau du Sénat. Hein. Quel est le message pouvez-vous lancer aux autorités justement du Sénat et de la Chambre basse du Parlement en ces nets moments qu'ils vous suivent? Je voudrais d'abord rappeler que c'est une loi qui a été portée, une proposition a été portée par le Moutamba Diboué, d'heureuse mémoire. Qui n'est plus. Mais là, devant le Sénat. D'après les informations de possession, au niveau de la Chambre basse, on a décidé qu'il y ait deux lois. Une loi sur la motion, une loi sur la métrologie. Une pour prendre les deux activités ou deux séparées. Ce n'est pas un problème. Mais ces lois-là doivent être là. On doit les promulguer pour aider le pays. Je voudrais ici rappeler que toutes les problématiques qui sont connues dans le monde, aujourd'hui, font l'objet de la normalisation. Est-ce que vous savez qu'il y a une norme pour combattre la corruption? Norme sur le système de management anticorruption. Cette loi-là existe, cette norme existe. Et ailleurs, elle est utilisée et on a vu son efficacité. Et je vous informe qu'un de nos membres a impressionné les gens pour en avoir parlé. Oui, pour la défense de son mémoire. Et il a reçu la mention de distinction. Et les gens étaient étonnés de savoir que cette norme-là existait et qu'elle a même été adoptée comme norme nationale. Personne ne la connaît. Vous comprenez? Je vais encore revenir. Tout le plaidoyer que le chef de l'État et le gouvernement font sur la gestion de l'environnement, les ressources naturelles et tout ça, mais ça doit être accompagné de l'implication de nos experts dans les instances internationales qui parlent des normes dans ces domaines-là. Vous avez toutes les connaissances que vous avez, mais si ce n'est pas traduit dans les textes qui s'imposent à tout le monde. Dans le texte légal? Non. Les normes, ça c'est un élément important que je vais souligner. Quelle est la place des normes dans la hiérarchie des textes qui régissent la communauté nationale? Il y a d'abord la Constitution, il y a les lois, il y a les ordonnances-lois, il y a les décrets, les arrêtés, les normes viennent après. Les normes sont établies par la communauté. C'est pour cela qu'elles sont d'application volontaire. Elles font partie de ce qu'on appelle les lois des partis. Et les partis, c'est qui? C'est toute la population. Parce que le processus de normalisation demande à ce que toute personne intéressée participe. Vous aimez manger le pain, mais là on établit la norme de pain, vous avez le droit de participer. Et ça doit être mis dans la loi, en disant que cette loi, la démarche normative, elle est volontaire, que tout le monde qui est intéressé par le sujet peut participer, mais en mettant en place des mécanismes qui permettent à tout le monde de participer. Sinon, ça risquerait de poser encore des problèmes, des désordres et consorts. Voilà, mais il y a des mécanismes. Par exemple, pour participer à l'élaboration de normes internationales, tout citoyen du monde peut participer, moyennant de passer par les voies autorisées. Et il y a des voies qui sont connues. C'est pour cela que dans la loi, tout ça est déjà décrit. Voilà, aujourd'hui on a parlé de la métrologie et il était la bouche autorisée. Lui, c'est Bertin Ntumba, il est le président de l'Association pour la promotion de la métrologie et normalisation en République démocratique du Congo. Bien qu'il ne nous a pas répondu à cette question, hein, on a vu le siège ici à Kinshasa, mais est-ce que vous êtes également à l'intérieur du pays? Nous sommes dans le processus. Les difficultés sont là, mais nous avons déjà un point focal. À Mujima, nous avons un point focal à Matadi et un point focal à Lubumbashi. Voilà, il est Bertin Ntumba, le président, comme je le dis, de la Promène. Avec lui, on a parlé justement de la métrologie, cet instrument en tout cas qui concerne tout le monde, puisque nous sommes appelés à l'utiliser au quotidien. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine avec un autre invité, certainement autour d'un autre mot. Voilà, prenez bien soin de vous, on se retrouve à la prochaine.